Nous allons maintenant débattre des objectifs et de la stratégie poursuivie par la Chine à travers ces nouvelles routes de la soie avec nos invités que j'invite à me rejoindre pour cette deuxième table ronde de la journée intitulée « La Chine restaure-t-elle la route de la soie pour instaurer son leadership? Is China restoring the Silk Road in order to assert its leadership ?» Il est temps de passer à cette deuxième table ronde. J'invite donc à présent à me rejoindre Alice Ekman, Beishou et Barzan Bektemirov qui vont débattre de cette question. Right over there. Sorry. Et j'accueille donc à mes côtés Beishou, vous êtes économiste, spécialiste de la Chine et entrepreneuse. Également avec nous Alice Ekman, responsable des activités Chine au centre Asie de l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Et enfin Barzan Bektemirov, Managing Director, vous êtes directeur général du Astana International Financial Center Authority. Thank you for being with us today. D'abord peut-être l'occasion de participer à ce débat, il va être riche évidemment sur ces nouvelles routes de la soie. Je vais vous proposer bien, de donner votre avis à votre tour grâce à cette application, l'application Colloque Risque Pays COFAS. Je vous propose d'ouvrir à nouveau cette session interactive qui vous est proposée dans le menu d'accueil et de répondre à cette question qui vous est posée maintenant. Pour les entreprises françaises, la nouvelle route de la soie est soit une opportunité à ne pas manquer ou bien un non-événement. For French companies, the new Silk Road is an opportunity that can't be missed or a non-event. Les réponses sont plutôt claires. Un non-événement, ça nous aurait posé un petit problème parce qu'on a prévu quand même d'en discuter pendant 3/4 d'heure. Donc autant qu'il y ait évidemment matière à discuter. Beishou, vous avez participé à ce colloque, c'était il y a deux ans, pardonnez-moi. À l'époque, vous étiez économiste chez Exane. Depuis, vous avez un petit peu changé d'activité puisque vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, dans un autre domaine et notamment vous vous êtes intéressé au thé. Alors pourquoi nous, ça nous intéresse aussi? Parce qu'évidemment, historiquement, la route de la soie, c'était la route du thé, entre autres. Et ça vous a permis justement de réexplorer d'une certaine manière les perspectives aujourd'hui pour le commerce entre la France et la Chine. Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui en France pour importer du thé chinois? Qu'avez-vous appris de cette étude et à quel point, d'une certaine manière, vos travaux ont pu montrer que la route de la soie, elle a bien changé? Alors, d'abord, je voudrais remercier la France de m'avoir appris ce que c'est le vin français. Et c'est grâce au vin français que j'ai pris goût pour le thé chinois. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la société chinoise, on prend le thé comme étant un breuvage de la consommation quotidienne. Donc, on oublie un peu le côté culturel ou même la valeur dégustative du thé. Alors, c'est la France qui m'a appris ce qu'il faudrait découvrir dans le thé. Et donc, d'où pourquoi j'ai eu cette idée de peut-être un jour pouvoir commercialiser du thé en France, parce que je sais que les Français sont capables d'apprécier le bon thé. Alors, pour revenir à nos moutons, donc, on parlait de la roue de la soie. La roue de la soie, ça m'évoque d'abord quoi? Ça m'évoque d'abord la soie. Ça m'évoque du thé, des épices qui sont transportées depuis la Chine, l'Asie, à travers le Moyen-Orient, vers l'Europe. Alors, donc ici, on voit bien un sens de flux de marchandises de l'Est vers l'Ouest. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on parle des routes de la soie, parce qu'il faut dire qu'il y a des routes de la soie, on pense que la Chine va continuer à exporter des marchandises vers l'Europe ou vers le reste du monde. Alors, ce que moi, j'aurais envie de vous dire à travers mes études sur le terrain, en visitant les plantations de thé, ou même en étant économiste, en étudiant les industries chinoises, et aujourd'hui, ma conclusion, c'est que la Chine ne va pas trop exporter des marchandises vers le reste du monde à travers cette route ou ces routes de la soie. Elle va surtout exporter des capitaux. Parce que la Chine, comme tout le monde le sait, elle n'est plus aussi compétitive dans tout ce qui est intensif en main-d'œuvre. Donc l'industrie du thé est une très 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 belle illustration, parce que l'industrie est en forte intensité de main-d'œuvre. Aujourd'hui, lorsque je regarde ce qu'il faut comme les feuilles fraîches de thé pour produire du bon thé, ben vous êtes déjà à 3 € les 100 grammes pour les feuilles fraîches. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les feuilles fraîches,
il faut 3 fois ou 4 fois le poids des feuilles fraîches pour avoir du thé. Donc ça veut dire que le coût de production du thé, aujourd'hui, on arrive déjà à plus de 10 € les 100 grammes. Et là, maintenant, je vous parle du thé que vous trouvez dans tous les magasins en France. Le prix est déjà, un thé qu'on considère bon et qu'on considère cher, ça coûte déjà 30 € les 100 grammes. Donc, est-ce que c'est possible que la Chine continue à vous exporter du thé ou d'autres produits similaires? Je ne crois absolument pas une seconde. Alors, après, évidemment, on parle du bon produit. Donc voilà le constat, comme quoi maintenant le coût de main-d'œuvre est en train de tuer la compétitivité coût dont la Chine elle a profité pendant 3 décennies pour être l'atelier du monde. Donc aujourd'hui, le sens... Et pardonnez-moi, mais ça c'est intégré dans le raisonnement chinois aujourd'hui. Alors c'est entièrement intégré. Lorsqu'on va dans le sud de la Chine, on regarde le degré d'automatisation dans toutes les usines du sud de la Chine, on comprend pourquoi, parce que le coût de main-d'œuvre est trop lourd pour toutes ces industries-là. Donc là, ici, c'est une réelle contrainte pour la Chine et c'est pour ça que la Chine, elle essaye de trouver une solution. Alors, c'est quoi la solution? C'est notamment à travers les routes de la soie, elle exporte des capitaux. Alors ici, je vais vous faire juste un peu de jargon économique. Alors c'est ce qu'on appelle le deuxième dividende démographique. Tout le monde connaît le premier dividende démographique. C'est que lorsque vous avez le taux de natalité et le taux de mortalité qui baissent, donc pendant la première phase de la transition démographique, vous avez la population active qui augmente plus rapidement que la population âgée et la population jeune. Donc là, ça donne un grand avantage à ce que le pays puisse bénéficier des coûts de main-d'œuvre assez faibles. Et donc c'est exactement ce qu'on a vu en Chine pendant les 3 dernières décennies avec cette réforme d'ouverture, avec ce développement de manufactures à bas coût. Et donc pourquoi là, on était inondé de produits chinois jusqu'à il y a quelques années. Alors aujourd'hui, ce que la Chine cherche à faire, parce qu'il n'y a plus le premier dividende démographique, elle essaye d'avoir son deuxième dividende démographique. C'est-à-dire lorsque la société elle est consciente du vieillissement qui est déjà en cours. Donc elle essaye d'accumuler des actifs pour financer des retraites. Que ce soit des comportements individuels ou un comportement initié par le gouvernement, parce qu'il n'y a pas de retraite aussi sympathique par le système de répartition en France, comme en France. Donc en Chine, les individus sont obligés d'épargner, les entreprises sont obligées d'épargner. Et donc ça crée un comportement d'accumulation d'actifs, ce qui veut dire maintenant la Chine devient exportatrice des capitaux. C'est exactement ce que le Japon avait fait dans les années 70 et les années 80. Les Japonais exportaient beaucoup de capitaux, investissaient partout en Asie, y compris dans le reste du monde, même lointain, du Japon, en Amérique latine. Alors c'est exactement ce que fait la Chine aujourd'hui, tout en préparant son vieillissement de la société. Elle accumule des actifs qui peuvent être rentables, et que ce soit des actifs accumulés dans le pays domestique ou dans l'économie extérieure, ça rapporte du revenu national pour le pays. Donc, d'où pourquoi elle a besoin d'exporter ses capitaux, et notamment, là, ici, on a quelque chose de différent du Japon, pour le coup, parce que si, au Japon, c'était un phénomène de comportement relativement privé, donc c'était des individus, c'était des entreprises, aujourd'hui, en Chine, ce phénomène, il est orchestré, il est aidé par les autorités chinoises, à travers cette initiative de la route de la soie. Donc, c'est ça ma compréhension des routes de la soie d'aujourd'hui, parce qu'il y a un besoin profond qui est économique en Chine et que la Chine, voilà, c'est pour cela qu'elle a lancé les initiatives. Alice Ekman, on va parler du sens, bien sûr, de ces flux, mais peut-être d'abord un mot sur l'originalité de ce projet. One Belt, One Road, elle tient notamment dans la méthode qu'ont choisi d'adopter les Chinois. Oui, transition parfaite avec Xubei, forte coordination des autorités chinoises, très forte coordination. Le projet a été lancé par Xi Jinping à l'automne 2013. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que le concept a été lancé. À l'époque, on parlait des nouvelles routes de la soie. Bon, le terme chinois est resté, ensuite le terme anglais et français a été ajusté. Mais Xi Jinping a lancé le concept et en même temps, il a lancé un brainstorming interne et externe. C'est-à-dire qu'il a demandé au ministère, aux think tanks chinois, à la NDRC, National Development and Reform Commission et d'autres institutions de planning chinoises, de mettre du contenu derrière ce concept. Il avait
une vision d'ensemble avec ses conseillers, une stratégie de diplomatie économique, aussi une stratégie de communication. Mais concrètement, le projet a évolué depuis automne 2013 et on note aujourd'hui une expansion à la fois géographique du projet et une expansion sectorielle. Au départ, la Chine disait, alors là c'était vraiment à la louche, une 60aine de pays concernés. On avait quand même du mal parfois à voir exactement quel pays avait signé les accords, quel pays avait formellement accepté le projet chinois, d'autres avaient manifesté un intérêt. Donc 60aine de pays concernés. Il y a un peu moins d'un an, au forum de Davos, Xi Jinping parle désormais d'une centaine de pays et institutions internationales concernées. Donc là, vous voyez, expansion géographique, ce n'est pas uniquement l'Eurasie, le territoire africain est maintenant officiellement concerné, en tout cas tel dans les déclarations de Pékin. L'Arctique est concerné, l'Asie du Sud-Est, bien sûr, l'Amérique latine. Donc finalement, on a l'impression que tout est possible avec le projet chinois, que demain, ce sera plus de 100 pays, enfin, ce sera les pays qui restent, et on dépasse très largement l'inspiration historique voilà, des routes de la soie traditionnelles. Donc expansion géographique forte, expansion sectorielle. Initialement, le projet chinois s'est concentré sur les développements des infrastructures dans le secteur des transports, donc construction de routes, autoroutes, ponts, aéroports, voies ferroviaires, mais aussi infrastructures énergétiques, infrastructures de télécommunications, et également la volonté côté chinois de construire à l'étranger ce qu'on appelle des parcs industriels ou des zones industrielles spéciales telles qu'elles ont bourgeonné sur le territoire chinois depuis l'ère de réforme et d'ouverture lancée par Deng Xiaoping dès 1978. Aujourd'hui, on voit une extension, on note une extension sectorielle manifeste, puisque les autorités chinoises parlent désormais de coopération culturelle, de coopération dans le secteur touristique, et potentiellement tous les secteurs pourraient être concernés par la nouvelle route de la soie. Alors, si je vous dis ça, c'est pour vous rassurer, pour vous dire que si vous n'y voyez pas très clair dans ce projet, c'est normal, parce qu'il ne cesse d'évoluer, c'est un work in progress, et c'est aussi normal parce qu'au départ, les Chinois eux-mêmes ne savaient pas exactement vers quoi ils allaient, puisqu'ils réfléchissaient à voix haute, et également, ils nous demandaient, à nous, acteurs étrangers, interlocuteurs étrangers, qu'est-ce que vous en pensez? Ils essayaient d'ajuster la stratégie de communication en conséquence. Ceci dit, le projet chinois n'est pas qu'une coquille vide. Aujourd'hui, des projets concrets émergent, des constructions, on a vu de ports, on a vu le Pakistan, on a vu des voies ferrées réactivées, on parlera probablement d'Asie centrale, mais on pourra parler de Lyon tout à l'heure. Donc ce n'est pas qu'une coquille vide. Si on essaye de résumer, c'est trop tôt toutefois pour tirer un bilan chiffré et des retours sur investissement, concrètement des projets. On parle beaucoup aussi de risques géopolitiques dans certains pays, d'investissements dans des pays considérés comme instables, faisant face à des tensions politiques ou sociales fortes, etc. Donc c'est un projet de long terme, il faudra dresser une évaluation au fur et à mesure. Mais si on essaye quand même de résumer les ambitions chinoises, puisque je crois que c'était aussi une question qui était posée tout à l'heure, en tout cas également évoquée par Jean-Pierre Raffarin dans son intervention à l'instant, plusieurs ambitions parallèles. Tout d'abord, c'est un projet de communication, de diplomatie publique. Le simple fait qu'aujourd'hui, nous parlons tous des routes de la soie, nous essayons de comprendre ce que ça veut dire, mais nous nous souvenons du concept chinois, c'est un succès en termes de soft power, en termes de diplomatie publique, tel que vu par Pékin. Aujourd'hui, Xi Jinping appelle à la promotion d'une voie chinoise alternative dans le monde, avec la volonté de contrecarrer des concepts qui, selon lui, seraient d'origine principalement occidentale. Et donc, c'est avant tout un projet de communication. Mais je disais, ce n'est pas qu'une coquille vide, donc c'est également un projet de diplomatie économique, trouver des relais de croissance, de nouveaux marchés pour faire face à, notamment sur capacité dans certains domaines, celles que les infrastructures, on a évoqué. C'est aussi, et ça je pense que c'est important à noter, un projet de gouvernance mondiale, tel que vu par Pékin. Et on parlait du multilatéralisme. Pour la Chine, alors la Chine aujourd'hui, sous Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir, a de très fortes ambitions en termes de restructuration de la gouvernance mondiale. Elle ne souhaite pas uniquement contribuer à la restructuration des institutions internationales, mais elle souhaite piloter le processus de restructuration. Ça, c'est les termes officiels, le pilotage. Et donc, les routes de la soie, ce label un peu fourre-tout des routes de la soie, qui apparaît consensuel, ou en tout cas qui évoque des questionnements ici ou ailleurs, qui en tout cas on n'est pas naturellement ou spontanément opposés, c'est une étiquette finalement assez utile pour réunir des États
autour d'un agenda multilatéral qui a été élaboré, façonné par la Chine. On parle tout à l'heure du forum des routes de la soie en mai, plus d'une vingtaine de chefs d'État réunis à l'initiative de la Chine, ce n'est pas rien. Quel que soient les communiqués conjoints et le bilan qu'on fait de cette rencontre, la Chine de plus en plus arrive à réunir des représentants de haut niveau, des représentants politiques, mais aussi des représentants d'entreprises multinationales autour de cette étiquette des routes de la soie. Et ça fait partie de sa stratégie de la diplomatie des forums, c'est-à-dire être très actif dans l'organisation de rencontres internationales. À domestique, c'est un peu comme faire un match de foot, il y a des avantages d'organiser des sommets sur son territoire. Mais aussi, elle en organise ailleurs, notamment en Europe. Elle en a organisé un à Varsovie, un à Madrid, tout ça. Donc, c'est des sommets sur les routes de la soie qui réunissent des acteurs de différents horizons influents. Et la Chine, à ce moment-là, essaye d'aligner ses priorités intérieures avec un agenda multilatéral. Le développement des infrastructures est une priorité chinoise. Elle essaye de l'internationaliser en convainquant un maximum de pays que c'est d'intérêt pour tout le monde. La lutte anticorruption, c'est une priorité chinoise, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi politiques. Et elle essaye de, par exemple, dans sa participation au G20, d'internationaliser sa vision de la lutte contre la corruption et notamment dans des forums qu'elle crée au sein desquels elle participe. Donc déjà trois ambitions, c'est beaucoup, communication, diplomatie économique, multilatéralisme et gouvernance mondiale. Et la quatrième, on peut le dire aujourd'hui, c'est un projet géostratégique de par sa nature. Il est trop tôt pour dire, pour évaluer, en tout cas, il est trop tôt pour généraliser sur l'ensemble des risques géostratégiques de défense suscités par le développement des projets chinois, mais on peut dire en tout cas que par la nature des installations, des infrastructures concernées, par exemple les câbles sous-marins, puisque la Chine a parlé du développement des câbles sous-marins comme faisant partie intégrante de son projet des routes de la soie dès le plan d'action de mars 2015 qui a été diffusé par la NDRC, donc l'équivalent du plan chinois. Mais elle a aussi réitéré cette volonté il y a quelques mois, en juin dernier, dans son document sur la stratégie maritime des routes de la soie. Le développement des câbles sous-marins, donc notamment qui servent pour les flux Internet, est une priorité pour la Chine. L'investissement dans les ports, la Chine a investi dans plus d'une dizaine de ports du bassin méditerranéen, fait aussi partie des routes de la soie. Potentiellement, ces infrastructures peuvent avoir des usages stratégiques évidents. La stratégie du collier de perles, comme on dit. Oui, bon, après, on n'utilise plus trop cette expression, mais c'est vrai ce que vous soulignez, c'est-à-dire c'est pas tant l'investissement dans un type d'infrastructure ou une localisation particulière, c'est la mise en réseau de différents investissements et différentes infrastructures qui potentiellement à terme peuvent avoir un usage stratégique non négligeable. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, la Chine voit loin, en tout cas les échéances sont tournées vers 2050 pour le 101e anniversaire de la création de la République populaire de Chine. Donc tout ça pour dire qu'il est difficile aujourd'hui d'apporter une réponse, en tout cas de se positionner sur le projet chinois dans son ensemble. Ça ne veut rien dire, on est pour ou contre le route de la soie, c'est tellement divers, varié, ça concerne tellement de pays qu'il faut regarder au cas par cas, projet par projet, en fonction des intérêts propres de chaque acteur. Et ce qui est sûr, c'est que ça suscite une réflexion stratégique réelle, vive, y compris en France. Aujourd'hui, une réflexion stratégique se développe, auquel on apporte notre pierre à l'IFRI en coopération avec d'autres acteurs directement concernés, les entreprises. Et c'est aussi une réflexion qui se développe à Bruxelles également. Les acteurs à Bruxelles sont moins naïfs qu'on l'imagine et on a tendance à dire qu'il n'y a pas de réflexion sur les routes de la soie à Bruxelles, mais il y en a une claire et évidente, notamment au sein du service d'action extérieure de l'Union européenne. Les questions qui se posent là-bas, c'est pourquoi accorder de l'importance à un projet de développement des infrastructures spécifique alors que d'autres pays également ont leur projet de développement des infrastructures et ça peut être aussi d'intérêt pour le marché européen. Donc le Japon a son projet, la Corée a aussi un projet, l'Inde a un projet. Donc ne faudrait-il pas mettre tous ces projets en perspective? Et puis nous aussi, Européens, nous avons nos projets. Il y avait le plan Juncker, il y a aussi des objectifs, des motivations, des normes et des standards aussi qui sont jusqu'à présent différents de ceux souvent promus par la Chine. Et donc il y a aujourd'hui une réflexion stratégique très intéressante auquel nous essayons de contribuer au maximum.
Bora Bektamirov, the very concept of creating the new Silk Road, economic road, was first proposed by China's President Xi Jinping during his state visit to Kazakhstan. That was in September 2013. Can you please explain the pivotal role played by your country and Central Asia as a whole? Thanks. As you probably know, that China has identified 3 key partners, at least for the short term. It was China, it was Kazakhstan, Pakistan, and Iran. And there are different reasons for these countries, but Kazakhstan is just obvious because this is a country next to China. It's very large. If you look at the European, how it's called, the Eurasian land bridge, there's the route that connects China with Western Europe. 70% of this goes through Kazakhstan. 70% of the trade, there's a lot of trade going on goes through Kazakhstan. If you look at the other projects, for example, infrastructure, the oil transport from Middle East, from Caspian region to China, it'll go through Central Asia, through Kazakhstan. So obviously this is very important for the country and for the region itself. And this is no coincidence, indeed, that the President Xi first announced the project in Kazakhstan. But to be honest, I mean, the project and China Ambition were already here before 2013. And we know that it was invested very heavily after the global financial crisis in Africa. They were looking, and the Chinese were looking for cheaper assets all over the world, and obviously they were investing in Central Asia, in Kazakhstan before 2013. At the same time, Kazakhstan itself has launched its own infrastructure support program. It was one of our government programs. It was a fiscal stimulus during 2015-2016, where we spent about 10 billion just on roads, on infrastructure, on pipelines, on and other infrastructure projects. And there's a big project, I think, Horgoz, you just mentioned, and it was just recently in the Wall Street Journal, that's a large dry port. It aims to become the largest dry port in the world. It connects with the railroad to Caspian Sea, to the Aktau port, seaport, which is in Kazakhstan. This is also a very ambitious plan for China to be connected and to be part of this global network, global financial market. And I want to quote Mr. Jeans, who is the president of AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank. He said that China wants to lead the way, but not becoming the hegemonic leader. I think this is important. This is exactly what we said about communication, about corporate governance, about overall governance, and China's ambition in that. Can you tell us more specifically how the Astana International Financial Initiative supplements and capitalizes on this Belt and Road Initiative? And at this stage, which investment in particular have been launched or are still under discussion? Oh yeah, this is, for us, this is obviously one of the key projects. It's one of our anchor projects, I would say. We are in Eurasian Economic Union with Russia and Belarus and other CIS countries, and we are part of China Shanghai Cooperation Organization. And for us, we want to become something like Hong Kong was doing for China for many years now. So in Hong Kong, they just recently, about 2 years ago, they launched under Hong Kong Monetary Authority Office for Infrastructure Finance Facilitation Office in Hong Kong. And they're supporting on Hong Kong Stock Exchange and Hong Kong Financial Market, they're supporting projects related to maritime Silk Road. We want to do the same. We want to capitalize on that. We want to become the platform where Chinese and Central Asia and even other European, Eurasian investors could come together, could invest in the infrastructural project in Central Asia and Eurasia at large. For example, right now, we only launched this year, like less than a month. January 1st, we just launched our operations and started registration. But we have secured the participation of NASDAQ, that's the second largest stock exchange, and Shanghai, which is the fourth largest exchange in the world. They're both becoming the strategic partner of our new stock exchange in Astana. And we already have commitment from Chinese partners to bring clientele, to bring liquidity. We have commitment from NASDAQ to bring technology, to bring consulting, to Kazakhstan, to Astana, and this would become the platform first for Kazakh companies to go private, for regional companies to go private, and obviously for infrastructure support, because we want to start with bonds and equity, and infrastructure bonds are exactly one of our anchor projects to be part of that. So obviously, we haven't, at the financial center, we haven't had many deals yet, it just opened. But Kazakhstan, as I just mentioned, has already invested in infrastructure. There are roads connecting Horgoz and Aktau. There are pipelines connecting Caspian region to China. We spent about, it was about 10 billion program launched in 2015. I think there are a few projects, I think 8 or 7 projects. I was looking this morning, about $3 billion investment already in the country for these projects. So yeah, I would say there is a big
promise for us. We certainly believe that we can become this place where, West would meet East, and I think this, in 19th century attitude where East is East and West and twice shall never meet should be in the past. We are living in the global market, we're living in a global village, and we want to become the place, or at least one of the places where East would meet West. Beishou, un endroit où l'Est rejoint l'Ouest. On voit bien l'intérêt pour les pays d'Asie centrale que peut avoir ce projet. Mais jusqu'où va l'Ouest concrètement? Est-ce que la France, elle a sa place dans ce projet des nouvelles routes de la soie? Est-ce que l'émergence d'une classe moyenne en Chine, avec le pouvoir d'achat bien sûr afférent, est-ce que ça peut présenter un intérêt spécifique pour les entreprises françaises? Est-ce que ces nouvelles routes de la soie, elles mettent d'une certaine manière le marché chinois aux portes de la France et des producteurs français? On a l'habitude d'évoquer les routes de la soie comme étant des flux de l'Est vers l'Ouest, parce que c'est la Chine qui était à l'initiative de ces routes de la soie, etc. Mais on a oublié qu'une fois que les routes sont établies, on peut aussi aller dans le contresens, c'est-à-dire on peut très bien aller de l'ouest vers l'est. Il n'y a rien qui nous interdit, la route elle est déjà là. Donc pour moi, les routes de la soie, ça représente effectivement une très belle opportunité pour les entreprises françaises, non seulement pour accompagner les projets chinois dans les régions qui sont situées dans ces routes de la soie, mais aussi également la Chine, c'est un grand marché, il faut vraiment essayer de conquérir. Alors, il n'est pas facile parce qu'il faut travailler autant que les Chinois pour essayer de conquérir ce marché-là, mais le potentiel de marché y est vraiment. Alors, on dit souvent que oui, on ne croit pas vraiment aux statistiques chinoises, peut-être que la croissance chinoise, elle n'est pas aussi forte que ça, donc on regarde les chiffres macro, on n'y croit pas. Et ensuite, vous avez des investisseurs qui vous montrent des chiffres comme quoi les nouilles instantanées, les ventes de nouilles instantanées n'augmentent plus, les ventes de bière n'augmentent plus en Chine, et donc il n'y a pas vraiment de consommation en Chine, et donc on ne va pas aller en Chine. J'aurais même envie de vous dire que si on regarde les chiffres qui sont tangibles, qui sont publiés par les entreprises de retail, on se dit heureusement qu'avec les hausses de revenus, les Chinois ne vont pas augmenter leur consommation de nouilles instantanées. Heureusement que les Chinois ne vont pas augmenter leur consommation de la bière, parce que qu'est-ce qu'ils font de leurs revenus supplémentaires qui se créent, qui se gagnent de mois en mois? Ils vont acheter d'autres choses. Ils vont acheter des produits de meilleure qualité, des biens de consommation notamment, ou les services. Et ici, on voit déjà le retour des touristes chinois à Paris. Si vous vous promenez dans le quartier L'Opéra, vous en voyez beaucoup. Et donc ça, c'est une consommation de services qui se traduit par les exportations de services touristiques de la France vers la Chine. Donc, on a bien des illustrations qui sont bien tangibles, qui est ici. Donc, il ne faut jamais oublier que la Chine, effectivement, elle va vers le reste du monde, mais par sa taille, par son échelle, il y a un marché vraiment à chercher. Et si vous n'avez pas envie de prendre trop de risques parce que vous ne connaissez pas le marché chinois, mais vous savez, aujourd'hui, dans la zone de libre-échange de Shanghai, vous pouvez très bien établir une société de vente e-business, e-commerce, et ça ne coûte pas grand-chose, et ça vous donne accès au marché chinois, et tout en vous exonérant toutes les réglementations, enfin les paperesses administratives, etc. Donc ça, c'est peut-être une bonne porte pour essayer de tester votre produit sur le marché chinois. Moi, ce que je sais, c'est que tous les produits qui essayent de se vendre, des produits occidentaux, non seulement les produits français, mais aussi les produits anglais, les produits américains, qui essayent de se vendre à travers ces canaux-là, ils s'arrachent comme les petits pains par les consommateurs chinois. Vous êtes d'accord, Alice Ekman, quand on pense aux conditions d'accès au marché chinois, aux normes chinoises, aux conditions d'appel d'offres en matière de transfert de technologie, notamment les nouvelles routes de la soie, elles constituent une opportunité pour nos entreprises européennes et particulièrement françaises? Pour l'instant, il y a un problème de réciprocité en termes d'accès au marché. De fait, là, si on regarde les faits, il est plus facile pour les entreprises chinoises d'accéder au marché européen que l'inverse. Les entreprises étrangères font face à un certain nombre d'obstacles sur le marché chinois.
beaucoup de secteurs sont contrôlés, les appels d'offres publics ne sont pas proposés aux entreprises étrangères, il y a des contraintes en termes d'accès à l'information, en termes bureaucratiques, et même les allègements liés à la campagne anticorruption, enfin en tout cas les décisions qui ont été prises représentent parfois de nouveaux obstacles pour les entreprises françaises présentes sur le territoire chinois, sur le marché chinois. En termes de rapidité de prise de décision, certains dossiers attendent sur la table des bureaux provinciaux, etc. Sans être tout négatif et sans généraliser, le problème de réciprocité est connu, est réel et est discuté, est au cœur des relations bilatérales. Et c'est cette question-là que les pays européens essayent de pousser en parallèle avec les routes de la soie. Nous voulons bien considérer les projets proposés, mais nous aimerions davantage d'équilibre dans notre relation économique. Il y a deux inquiétudes aujourd'hui à Paris et à Bruxelles, on peut le dire en termes économiques, dont la première, c'est l'accès au marché chinois, est-ce que ça va évoluer? Et la deuxième, c'est à l'inverse, c'est l'investissement de certaines entreprises chinoises dans les secteurs considérés comme stratégiques. Il y a eu un tournant notamment en Allemagne il y a plus d'un an lorsque il y a eu une tentative de rachat d'une entreprise robotique à très forte valeur ajoutée. Alors certaines voix se sont écriées, mais on rachète nos champions nationaux, attention, etc. Alors, encore une fois, sans généraliser, les investissements chinois dans des infrastructures, par exemple énergétiques, les réseaux énergétiques, ou dans des infrastructures nouvelles technologies, des infrastructures Internet, Big Data, suscitent des questions. Et aujourd'hui, la Commission européenne, à l'initiative de la France, de l'Italie et de l'Allemagne, ont rédigé une proposition pour, pas forcément screener, comme ils disent en bon français, ou en tout cas, passer au scanner tous les investissements, mais se coordonner pour coordonner les informations, pour savoir quel investissement a été réalisé dans quelles infrastructures et quels problèmes éventuellement stratégiques ça pose à long terme. Donc il y a cette question-là qui est réelle. Toujours pour en revenir aux faits, si on regarde la France et on parle des routes de la soie, finalement il y a peu de choses qui se sont faites jusqu'à présent en France. Il y a le ferroviaire, il y a Wuhan-Lyon par exemple. Alors il y a le Wuhan-Lyon. Mais le Wuhan-Lyon, c'est une réactivation d'une ligne ferroviaire existante, en fait, qui passe par Duisbourg. C'est-à-dire la Chine n'a pas construit, en tout cas pour ce cas-là, n'a pas construit une nouvelle voie ferrée. Elles existent déjà, mais le gouvernement chinois a eu la bonne idée, qui est une bonne idée, de faire passer davantage de marchandises sur cette voie et de l'appeler route de la soie. Donc là, il y a un repackaging évident avec une dépêche de l'agence de presse Chine Nouvelle et l'arrivée d'un train route de la soie. Mais donc c'est l'utilisation de ce tronçon Duisbourg-Lyon pour la circulation de marchandises. Alors au début, il y avait des inquiétudes sur le sens unique potentiel de cette circulation, c'est-à-dire que le train arriverait plein de marchandises en provenance de Chine en Europe et repartirait vide. C'est moins le cas aujourd'hui parce que des marchandises commencent à être chargées à Lyon. Mais la question de la localisation des routes de la soie se pose parce que c'est la Chine qui a pensé, qui a localisé Lyon comme un hub, un centre route de la soie en France. Mais quand on échange avec la SNCF, et je peux le dire publiquement parce qu'ils le disent eux-mêmes publiquement, ils disent mais Lyon n'est pas forcément géographiquement la meilleure localisation quand on regarde la structure du transport de marchandises en France. C'est-à-dire quand on veut réacheminer ces marchandises vers Bordeaux ou ailleurs, par exemple, il vaudrait mieux peut-être penser à une localisation dans le nord de la France ou ailleurs, compte tenu de la structuration un peu en étoile du réseau ferré français. Donc cet exemple est intéressant pour dire que finalement les routes de la soie suscitent des questionnements stratégiques en France. Par exemple, ce questionnement-là des voies ferrées pourrait nous permettre de réfléchir à la restructuration ou la meilleure utilisation de l'architecture de transport de marchandises au niveau européen, compte tenu aussi des intérêts français et des intérêts des villes françaises, de la géographie du pays. Donc, quelquefois, les initiatives chinoises, parfois unilatérales, pas toujours, mais parfois, permettent de générer ou de toucher un point sensible en France en termes d'aménagement du territoire ou en termes, par exemple, de multilatéralisme et nous permet vraiment de stimuler une réflexion stratégique qui n'est pas forcément uniquement contre ou en réaction, mais qui nous fait dire en effet qu'il ne faut pas être, sur la défensive, mais il faut savoir soi-même clairement avoir clairement à l'esprit la direction, les intérêts français dans certains secteurs. Mais aujourd'hui, pour l'instant, la France n'a pas de projet très important de la route de la soie. Il y a des projets avec la Chine dans des pays tiers.
Mais c'est intéressant quand même de noter que la France, enfin en tout cas l'Europe de l'Ouest au début, n'était pas une zone prioritaire dans la promotion des routes de la soie telles que vues par Pékin. Les 16+1, les pays d'Europe centrale et orientale, par exemple, étaient davantage parce que la Chine était consciente que ces pays avaient davantage besoin d'infrastructures de transport pour le développement. Et il ne faut pas non plus nier la dimension idéologique qui accompagne les routes de la soie. Il faut, la politique étrangère, certains, oui, c'est beaucoup de pragmatisme et de réalisme, mais la Chine aujourd'hui, en tout cas l'idéologie, le cadre idéologique s'est renforcé dans la diplomatie économique, la politique étrangère chinoise, et la Chine souhaite, en parallèle à la promotion des nouvelles routes de la soie, promouvoir un modèle de développement et de gouvernance alternatif, y compris dans certains pays d'Europe, mais en premier lieu dans des pays en développement, en Afrique ou en Asie du Sud-Est, en disant regardez ces démocraties libérales lentes à la détente, qui n'ont pas réussi vraiment, qui n'ont pas réussi à rebondir aussi bien que nous suite à la crise économique et financière de 2009. Regardez les nombres de problèmes auxquels ils font face, sociopolitiques et en termes de développement. Nous proposons un modèle de développement alternatif et nous sommes à votre disposition pour fournir des formations à vos fonctionnaires, à vos ingénieurs, pour pouvoir promouvoir, donc vous aider dans votre développement avec un État fort, centralisé, capable de prendre des décisions rapidement. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la compétition au modèle de développement aujourd'hui, qui s'est renforcée à l'initiative de la Chine et au sein duquel la Russie prend part également, avec quand même une dimension anti-occidentale assez forte. Je suis certain que Gottfried Eimer, qui devait participer à cette table ronde d'Eurocargo Rail, vous aurait répondu avec plaisir sur la question notamment de la ligne Ouranium. Mais peut-être un mot rapidement avant de passer à Bobek Temirov de Beishou. La réponse justement sur cette question d'une stratégie qui servirait quand même avant tout les intérêts de la Chine et notamment aussi au plan stratégique. Alors sur cette question-là, pourquoi l'Allemagne et pas la France, j'ai juste une petite remarque à faire. C'est que c'est les témoignages de tous les entrepreneurs chinois qui ont déjà travaillé avec les entreprises françaises et allemandes. Ben, finalement, il s'avère que les Allemands ne sont pas aussi inflexibles. Ils sont finalement beaucoup plus flexibles que les entreprises françaises. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je suis chinoise et j'ai un peu de mal à comprendre ce constat-là. En tout cas, vous m'avez dit en préparant cette table ronde qu'on surinterprète sans doute la volonté des autorités chinoises en matière stratégique, m'avez-vous dit. C'est avant tout une volonté, et d'ailleurs aussi en termes de surcapacité, c'est avant tout une volonté d'exportation de la base productive, ou en tout cas d'exportation des capitaux. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, il ne faut pas surinterpréter ces stratégies chinoises parce que ça se prépare vraiment de très long terme. Donc au jour d'aujourd'hui, il est difficile de voir ce que les Chinois vont vraiment concrètement faire d'ici 50 ans. Et par contre, ce qu'on connaît, c'est les besoins vitaux pour l'économie chinoise, pour les autorités chinoises de maintenir la paix sociale. Et ces besoins-là, ça on le sait. Donc j'ai déjà évoqué le besoin économique lié à la hausse des coûts de production, mais vous avez aussi le besoin de maintenir la sécurité géopolitique pour la Chine. Donc vous essayez de regarder où se situe la Chine d'un point de vue géographique et géopolitique. Mais vous avez au nord la Russie et puis vous avez toute la zone d'Asie centrale. Et dans le sud, vous avez le Vietnam et puis les Philippines. Et puis, une fois qu'on est sur l'océan Pacifique, vous avez des bases militaires américaines. Donc, la Chine, évidemment, elle ne se sent pas extrêmement sécurisée. Et puis, surtout, il faut dire qu'il y a 70% de marchandises que la Chine importe et exporte se font par cette voie maritime. Donc, pour elle, la logique chinoise, elle est très claire. C'est qu'il faut faire du commerce et pas la guerre. Et donc, c'est pour cela qu'elle essaye de lancer cette initiative des routes de la soie. Et je pense que ça, au moins sur ce point-là, tout est très clair aujourd'hui. Bobek Temirov, the Belt and Road Initiative goes through countries known for their political instability. Do you have the feeling that this project will actually promote stability and a peaceful environment in these countries? And what are the main risks associated as of today with this project? I think so. I think obviously when it comes to business, when it comes to money, when it comes to finance, usually business always prevails, greed always prevails, and because people are interested in doing business, people are interested in stability in certain countries. That's why, for example, you have Switzerland, which for centuries never entered the war, and all the wars avoided Switzerland because everyone put their money there. That's the same. So when it comes to business, it comes to just finding the right platform to communicate, just to sit together at one table and discuss, because there are many projects, and there are political risks, there are other risks, and when you come to the projects which involves 5 or 10 countries, it's also difficult to agree on certain projects with so many different countries, so many different leaders, so many different systems.
So this is true. This is actually part of why we're actually trying to establish Astana as the regional leader, because we are introducing principle of English common law, which would be, I think, for the first time in this vast territory, in the history of this vast region. And it will be governed by these principles, where we're introducing new financial regulation, also based on English common law. We already have our regulatory court, arbitration center, and we hope that these institutions will help for businesses to move forward, to move along. Because we understand there is need for some multiculturalism, multilateralism, and there is need for a platform for the discussion. Is the English common law the tradition most suited to govern BRI, Belt and Road Initiative, related transactions, as is already the case with the Astana investment financial center? So there are two dimensions to this question. First of all, what's good about English, about common law, this is mostly based on principles, not on rigid rules. So this is good because we see the rise of new instruments, we see the rise of new ways to do business, and I'm not even talking about all this digital revolution, and blockchain, cryptocurrencies, because this is a big topic. So this is one. Second, it's not even about choosing the best system. It's about choosing the system which would suit the most and would be most familiar to the investors, most familiar to all the parties. And we've just seen that the English common law in this jurisdiction, Anglo-Saxon jurisdiction, has proven to be very suitable for financial operation. We see that the biggest centers are New York and London and American cities. We have Hong Kong and Singapore in Asia, and we see these that's exactly two places where there's English common law, and they're two most important financial centers in Asia. So yeah, I would say that probably, practice and experience says that English common law would probably be best suited for financial center, and that's why we have adopted it. One last word very quickly. How is the Belt and Road Initiative perceived by corporations and the public opinion in Kazakhstan? Is it viewed as a project aimed at allowing the Chinese companies to export their workforce, labor and excess capacity, especially in steel and cement, as is often commented? Well, there are two. Well, first of all, as a policymaker and someone who worked the entire career in government, I see that in the government, in the large corporation, there's a big interest, there's big mutual understanding, and there was, for example, President Xi was in Kazakhstan last June, and he supported this initiative, and then the president from our side supported this initiative. Of course, when it comes to private sector, there are different considerations. There are also, this morning, the survey just published it this morning, and I was reading this before coming here. There was a survey asking private sectors how they view Chinese investment, which investor they would like to see in the country. And interestingly, if you see the responses of general public, which investors you want to see the least in the country, it was Russia, China, and Uzbekistan. They're a neighboring country. And opposite, the investor that they would like to see in the country are Germany, Netherlands, France, like all the European and Western developed countries, I guess. I mean, comes exactly what we just were discussing this about, understanding Chinese, because there's also scaredness and probably fear of something you don't understand very well. And we should just mention that we have to change our metrics, we have to change how we view Chinese and how we view Chinese business. Exactly, the metrics of beef and noodle is probably old. And we've seen this one of the reasons why China has been growing very fast in 2000s, and maybe it has soft landing right now. It's about urbanization, and we have new class of Chinese citizens, of Chinese consumers, which are middle class, urban citizens, and they have different tastes. And we look at the economy, it has also changed. In some ways, China, being a developing country, emerging country, is more developed than many countries in Europe, many countries in the West. I know, for example, in Germany, you still cannot use your credit card everywhere. This is just ridiculous. You cannot, but sometimes I go to, the shop and I cannot use my card. In China, you don't even use a card. You just use your cell phone. This is just how developed China is in certain ways, and we have to understand that. We have to admit that we have to change our perception about Asia, about China. Le mot de la fin, très rapidement, Beishou, on a vu avec Jean-Pierre Raffarin, avec aussi Alice Ekman et avec Borbek Temirov, comment ce projet est perçu en France, en Asie centrale, en Chine même. Comment est-ce qu'on voit ces routes de la soie? On voit ces routes de la soie d'abord, dans un premier temps, comme une autre campagne politique qu'on a l'habitude de voir. On n'avait pas l'impression que ça allait être concrétisé. C'est peut-être juste une façon de communiquer à la société chinoise pour maintenir la paix sociale.
Au début, ça a été perçu de cette façon-là. Et puis aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, bon, avec évidemment l'État chinois qui va vraiment de front avec les entreprises publiques chinoises sur les routes de la soie. Et on commence à voir de plus en plus d'entreprises privées chinoises qui y vont aussi. Parce que justement, les entreprises publiques ont déjà déployé le terrain. J'allais pas dire ils ont construit à perte, mais au moins voilà, la construction elle y est déjà, l'infrastructure est déjà préparée. Et justement, c'est ce que Alice avait mentionné aussi. Il y a des parcs industriels que la Chine avait déjà construits dans le sud-est asiatique, etc. Et donc maintenant, il est venu le moment à ce que les entreprises privées chinoises aillent aussi participer à ces routes de la soie. Et là, ça devient quelque chose de beaucoup plus concret et beaucoup plus loin de ce qu'on pense de cette campagne de la politique. Merci Beishou, fin de cette deuxième table ronde. Merci beaucoup d'y avoir participé, à vous Beishou, à Alice Ekman et à Bor Bektemirov. Restez assis quelques instants.